Ils étaient en plein mandat. Et quand on les a nommés ailleurs à d'autres fonctions, les gens du Front commun pour le Congo, bien, ils ont changé de nom parce qu'avant, on les appelait les gens de la majorité présidentielle, le PPRD. En ce moment-là, personne d'entre eux n'a soulevé son petit doigt pour dire que le président de la République avait violé la Constitution. Bien au contraire, ils ont tous applaudi parce que tout ce que fait le Raïs, leur soi-disant autorité morale, ils applaudissent ça comme des aveugles. Mais maintenant, il y a un nouveau président de la République qui applique la même Constitution et les mêmes méthodes que Kabila avait appliquées avant. Qu'est-ce que ce président de la République donc a fait? Il a nommé les membres de la Cour constitutionnelle, donc les juges qui étaient là-bas, à d'autres fonctions. Ce n'est pas la première fois qu'un président de la République en RDC nomme des gens de la Cour constitutionnelle ailleurs. Nous avons connu pendant mandat, il y a Joseph Kabila pendant qu'il était président de la République, nous avons connu 2 juges de la Cour constitutionnelle. Et que les gens du Front commun pour le Congo, ils essaient de monter des enchères pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bloquer ce président de la République pour qu'il ne puisse pas faire des changements qu'il faut dans le système de justice. Vous savez, les juges qu'on a enlevés de là, qu'on a enlevés de la Cour constitutionnelle, les gens oublient que c'était eux les organisateurs donc, de la fraude électorale en 2018. Au lieu de les humilier, on les a sortis de là, on les a mis ailleurs. Et on les a remplacés avec de nouveaux juges pour qu'on ait une nouvelle cour constitutionnelle qui réponde aux besoins de développement du pays et qui puisse rendre justice. Merci à vous qui êtes dans la diaspora congolaise en train de nous suivre sur le www.congofrance.com. Merci pour votre fidélité, puis attention que vous nous accordez à vous informer à temps réel. Une fois de plus, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. L'actualité reste toujours dominée. Nous sommes ici face à l'excellence Noël Tchani Pandiavita. Mwandiavita, voilà. Merci. Aujourd'hui avec lui, ensemble, nous allons parler de l'actualité politique ou la situation politique de notre pays. Sans plus tarder, Excellence, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je me porte très bien. Merci de me recevoir ici. Merci beaucoup, Excellence. Parlons un peu dossier, ce qui s'est passé hier au Palais du Peuple concernant... J'aimerais mieux parler vraiment en lingala, parce que l'émission c'est en caractère bilingue, voilà. Maleka Kilobi na kati ya Assemblée nationale, topé na temple la démocratie, kuna na kati ya Palais du Peuple concernant prestation et serment, les 3 juges à Cour constitutionnelle au Vatikala Kikasi. Selon Bandeko ya Front commun pour le Congo, Balobi était Mokonzamboka a violé article 158 de la Constitution. Noël Tchani, que pensez-vous par rapport à la décision du président de la République? Aussi, on y a ngara lo bagalinga biente, so na komeka, mais il faudra vous permettre ngana lo ba en français pour bien me faire entendre. Vous voyez, Bamde Konabiso à Front commun pour le Congo, ils se comportent comme s'ils arrivent sur une planète où il n'y a pas eu de vie avant. Ils découvrent des choses. Je voudrais leur rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un président de la République en RDC nomme des gens de la Cour constitutionnelle ailleurs. Nous avons connu pendant mandat, il y a Joseph Kabila pendant qu'il était président de la République, nous avons connu 2 juges de la Cour constitutionnelle, M. Vondouawe, professeur Vondouawe, mais aussi professeur Luzolo Babi. Bazaraki, membre de la Cour constitutionnelle en plein mandat, ils ont été nommés ailleurs à d'autres fonctions. Vondouawe a été nommé au Conseil d'État, premier président du Conseil d'État, mais professeur Luzolo Bambi avait été nommé conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption. Ils étaient en plein mandat. Et quand on les a nommés ailleurs à d'autres fonctions, les gens du Front commun pour le Congo, bien, ils ont changé de nom parce qu'avant, on les appelait les gens de la majorité présidentielle, le PPRD. En ce moment-là, personne d'entre eux n'a soulevé son petit doigt pour dire que le président de la République avait violé la Constitution.
Bien au contraire, ils ont tous applaudi parce que tout ce que fait le Raïs, leur soi-disant autorité morale, ils applaudissent ça comme des aveugles. Mais maintenant, il y a un nouveau président de la République qui applique la même constitution et les mêmes méthodes que Kabila avait appliquées avant. Qu'est-ce que ce président de la République donc a fait? Il a nommé les membres de la Cour constitutionnelle, donc les juges qui étaient là-bas, à d'autres fonctions, à la Cour de cassation, mais en les remplaçant automatiquement par des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Moi, je ne suis pas juriste et je suis modeste parce que je suis allé pour savoir est-ce qu'il y a violation de la Constitution ou pas. Je suis allé m'informer auprès des gens, des juristes qui travaillent au niveau du Conseil d'État. Ils m'ont analysé la situation, ils m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution et que les gens du Front commun pour le Congo, ils essaient de monter des enchères pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bloquer ce président de la République pour qu'il ne puisse pas faire des changements qu'il faut dans le système de justice. Vous savez, les juges qu'on a enlevés de là, qu'on a enlevés de la Cour constitutionnelle, les gens oublient que c'était eux les organisateurs donc, de la fraude électorale en 2018. Au lieu de les humilier, on les a sortis de là, on les a mis ailleurs et on les a remplacés avec de nouveaux juges pour qu'on ait une nouvelle Cour constitutionnelle qui réponde aux besoins de développement du pays et qui puisse rendre justice, qui ne soit pas au service de Joseph Kabila en tant qu'individu. C'est ça qui a été fait. Donc, on m'a expliqué que ces nominations n'ont pas violé la Constitution et que le président de la République est tout à fait justifié de les avoir opérées comme telles. Donc, je déplore l'attitude de nos amis du Front commun parce qu'ils veulent créer la paralysie des institutions de la République. Ils veulent empêcher que le président de la République ne puisse fonctionner inutilement. Mais selon eux, ils disent qu'il fallait d'abord organiser les congrès devant les élus, devant les députés nationaux, et puis le président de la République devait d'abord commencer par ça, parce que même Mabunda est mécontente de tout ça. Malgré il y a eu la présence de vice-président du Sénat. Oui, non, j'ai bien lu la Constitution et j'ai posé cette question-là au niveau du Conseil d'État. Nous devons être modestes. Quand on n'est pas expert dans un domaine, il faut s'informer auprès de ceux qui connaissent mieux. Moi, je suis économiste, je ne suis pas juriste. Je suis allé au Conseil d'État et j'ai posé la question à nos compatriotes là-bas. Ils m'ont dit que le serment des juges de la Cour constitutionnelle est fait devant le président de la République. C'est le président de la République qui reçoit le serment devant les juges. Maintenant, ce serment-là, il est fait en présence, on dit bien, du Parlement et le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, mais également le Sénat. On n'a pas dit que le serment est fait devant les deux chambres réunies en congrès. C'est différent. On n'a pas dit que le serment est reçu par le président de la République devant les deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce n'est pas ce qui est dit. Il n'est pas dit non plus que le serment est reçu par le président de la République devant le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ce qui est dit. Donc, ce qui a été fait hier, c'est ça qui est prévu par la Constitution. Le président de la République reçoit le serment des juges au sein du Parlement, devant les membres du Parlement. Ils peuvent y en avoir, tout le monde peut venir, il peut y en avoir quelques-uns qui sont venus, mais on n'a pas besoin donc de la présence de Janine Mabunda et d'Alexis Tambwe Mwamba pour que le serment soit valable. C'est la première chose. Il y a aussi là le Conseil supérieur de la magistrature qui était présent. Mais ce qui s'est passé hier, moi je pense que ça a même beaucoup plus de signification. Ça a des significations parce qu'à l'absence de ces députés-là et de ces sénateurs, qui n'ont d'ailleurs pas été élus par la population, parce que tout le monde connaît les conditions dans lesquelles ils ont été proclamés par la CENI. Donc, le serment d'hier a été donné devant le peuple souverain. On a ouvert les portes de l'Assemblée nationale et le peuple est venu, les gens sont entrés dans les salles. Les gens me diront, est-ce que ce ne sont pas des militants de l'UDPS ou de ci, de cela? Moi, je ne sais pas savoir qui est militant de l'UDPS. Quand il y a des gens qui ne sont pas des députés, des sénateurs qui entrent dans la salle, qui sont des Congolais, c'est le peuple congolais. Qu'ils soient d'un tel parti ou de l'autre, ce n'est pas mon problème. Mais malgré cela, nous avons attendu l'hymne national de l'UDPS, Chanteau Palais du Peuple. Et, Excellence, est-ce qu'on ne pouvait pas faire l'hymne national du pays? Il fallait chanter celui de l'UDPS. Alors c'était l'intérêt de l'UDPS ou de toute la nation? Je voudrais dire qu'il y a eu d'abord l'hymne national du pays, Debout Congolais, parce que moi j'ai chanté aussi avec le Debout Congolais.
Donc, une fois qu'on a fait le début congolais, je pense qu'il fallait se limiter là. Mais vous savez, il y a une dynamique qu'on appelle une dynamique de groupe. Quand les gens se retrouvent ensemble et qu'il y a ce qu'on appelle la joie, et hier la joie était du fait que le serment avait lieu malgré l'opposition qui venait donc du FCC. Ça a débordé et la population qui était dans la salle a commencé à chanter. Je pense qu'il y avait une majorité des gens de l'UDPS qui ont entonné l'hymne de l'UDPS de façon incontrôlée, de façon imprévue, et ils ont chanté. Moi, je n'en fais pas donc un problème. J'aurais souhaité que ce ne soit pas ainsi. J'aurais souhaité qu'on se limite à l'hymne national du pays. Mais si on a chanté l'hymne national donc de l'UDPS et qu'on n'a pas pu donc les arrêter, et ils ont chanté donc jusqu'au bout sans incident, je dirais avançons. Merci beaucoup, Excellence. Après ça, nous avons aussi attendu Martin Fayulu tweeter, dire que les problèmes de... c'est ce que le président de la République a fait avec les sénateurs avec Joseph Kabila. Bani, donc disons ce qu'on dit en lingala, bani, bazako salango kaka pour que la population na trouble et tout na mbutu, mais entre-temps, bangomi bani makamna bamba ko sala. Vous savez, moi je suis très peiné parce que Martin Fayulu c'est un ami intime, c'est un frère. Okay? On se connaît depuis très longtemps, on se fréquente, nos familles sont très proches, je suis très ami, non pas simplement avec lui, avec son épouse Esther que je salue, avec les enfants, les Milan et consorts. Donc la famille de Martin Fayulu, c'est ma famille aussi. Je suis très peiné quand je le vois dans une situation très délicate. Je pense que Martin ne s'est jamais remis de l'échec à l'élection présidentielle. Nous étions tous des candidats et j'aurais souhaité qu'on tourne la page. Moi, vous savez, j'ai tourné la page la même nuit. Le matin, quand je me suis réveillé, on m'a dit que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a été élu président et qui a été proclamé et confirmé par la Cour constitutionnelle. J'ai bu de l'eau froide et j'ai regardé le miroir et je me suis dit, ah, j'ai échoué. Et j'ai prié le bon Dieu pour dire, donnez-moi le courage de pouvoir continuer et de ne pas baisser les bras éternellement. J'ai fait un discours de concession de la défaite. J'ai félicité Félix Antoine Tshisekedi en disant allons de l'avant. Je suis allé même voir mon ami Fayulu en lui disant est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce qu'on peut rencontrer le président, trouver un modus vivendi pour que nous puissions tous maintenant être dans la même équipe parce qu'on faisait partie de la même équipe de l'opposition par rapport à Joseph Kabila. Mais j'ai l'impression que Martin n'a pas encore tourné la page. Donc tout ce qu'il fait tourne autour de contester la légitimité de Félix Tshisekedi en tant que président de la République, trouver des voies et moyens pour pouvoir le destituer et trouver que tout ce qu'il fait n'est pas conforme à la Constitution. Je crois que c'est une distraction. J'ai vu que Martin a lancé l'appel hier pour qu'on puisse convoquer un dialogue qui serait organisé par les confessions religieuses. Mais je voudrais rappeler à Martin que lui, qui parlait hier en tant que coordonnateur de la MOUCA, il a oublié que dans la salle hier de prestation de serment des juges, il y avait les gens de la MOUCA, c'est-à-dire le groupe de l'Ensemble pour le changement, le groupe du MLC était dans la salle hier. Donc, avant de pouvoir faire le dialogue au niveau national, je pense qu'il faudrait faire le dialogue à l'intérieur de la MOUCA pour trouver une position commune à l'écart des choses comme ça, parce que le groupe de l'Ensemble pour le changement et le groupe du MLC ne sont pas d'accord avec lui. Donc, moi, je souhaiterais que nous puissions tourner la page. Les élections de 2018 sont passées, ne vont plus revenir. Nous avons les prochaines élections, c'est en 2023. Si Martin veut se présenter aux élections en 2023, qu'il se prépare, qu'il se présente donc aux élections. Mais en attendant, qu'on organise ce qu'on appelle les réformes institutionnelles pour qu'on ait une bonne CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui va nous assurer de l'organisation des élections dans les délais, mais également dans de bonnes conditions, qu'on ait une bonne Cour constitutionnelle qui va nous assurer de la validation des résultats des vraies élections et qui pourra nous assurer donc de l'interprétation de la Constitution ou de tous les faits en fonction donc de la Constitution de la République. Si nous travaillons donc dans ce sens-là, je pense qu'on va faire œuvre utile plutôt que continuer à protester contre des choses que moi je pense sont déjà dépassées. Merci beaucoup, Excellence Noël Tchani. Et parlons de ces Minembwe, le ministre des décentralisations, M. Azarias Oroberoa, il a été interpellé. En fait, il s'est présenté devant les élus pour qu'il a expliqué maleka kikuna na Minembwe.
Mais selon le ministre Akwakizé, gouverneur Sud Kivu, c'est lui qui est l'auteur de ça. Lui, il a fait qu'exécuter ce qu'on lui avait envoyé. Par rapport au dossier Minembwe, que dites-vous? Quelles seront de solutions ou qu'est-ce que vous pouvez proposer au président de la République ainsi qu'au gouvernement par rapport à ça? Est-ce que Azarias doit toujours rester n'importe où ministre de la décentralisation ou encore quelles seront vos propositions par rapport à ça? Je vous ai dit tout à l'heure là que moi, j'ai parfois une approche scientifique à la résolution des problèmes que nous rencontrons dans notre société. Quand j'ai entendu le dossier Minembwe, je me suis dit, je ne suis pas expert dans ces questions-là. Je me suis rapproché des gens qui connaissent le dossier très bien. J'ai dû approcher les députés comme Moïndo Zangi, qui est le député du Sud Kivu. J'ai rencontré d'autres personnes qui sont originaires donc, de ce coin-là, qui connaissent la question très bien. Et j'ai compris qu'il y a eu des fraudes organisées pour arriver à ce que Minembwe soit installé, le bourgmestre soit installé comme bourgmestre de Minembwe en tant que commune, qu'ils appellent commune rurale. Parce qu'il y a eu le décret du Premier ministre Matata qui a été remis en cause, qui a été annulé, et il y a des gens qui se sont... ça avait commencé avec Mozito, c'est venu avec Matata, et puis c'était venu avec Tchibala, mais le dénominateur commun dans tout c'est ça, pendant qu'on changeait de Premier ministre, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est Azarias Ruberwa qui était toujours ministre de la décentralisation. Et c'est lui qui trimballait ce dossier-là. Quand Minembwe n'existait pas en tant que commune, c'est lui qui a fait insérer le nom de Minembwe dans le décret alors qu'il ne remplissait pas les conditions au point de vue de la population. Alors que la décision avait été rejetée par l'Assemblée provinciale donc, du Sud Kivu. C'est toujours Azarias Ruberwa qui était impliqué dans ça. Moi, je pense qu'il y a conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que Azarias Ruberwa, du temps du RCD, avait pris Minembwe en otage, voulait scinder Minembwe du reste de la République. Et quand on a fait la réunification du pays, Azarias Ruberwa a continué avec la même logique-là, de faire de Minembwe un Tutsi-land, en quelque sorte, un terrain qui serait occupé par des Tutsis venus du Rwanda et qui vont se comporter comme une communauté monolithique, à l'exclusion donc d'autres communautés, des autres tribus ou bien d'autres ethnies donc de ce côté-là. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, pour éviter des conflits d'intérêts, que Azarias Ruberwa puisse quitter le ministère de la décentralisation et qu'il sorte du gouvernement. Nous sommes 100 millions de Congolais. Vous pensez que nous devons réserver un poste à un individu pour quelque raison que ce soit parce qu'il prétend être le représentant d'une minorité? On a combien de minorités donc en République démocratique du Congo? On doit donner donc un poste ministériel à chacune de ces minorités-là. Azarias Ruberwa a fait son temps dans le gouvernement et il a fait son temps en tant que ministre de la décentralisation. Et il a prouvé avec cette action sur Minembwe ici qu'il agit pour les intérêts d'une communauté monolithique au lieu d'agir pour les intérêts donc, de la République parce qu'il est ministre national. Il est temps aujourd'hui que l'Assemblée nationale vote déjà une motion de défiance à son égard et que lors du remaniement ou bien de la formation du nouveau gouvernement, qu'il ne soit plus dans le gouvernement. Et moi, je proposerais même qu'on lui donne une autre fonction, une autre affectation, s'il considère qu'il est congolais et qu'il a travaillé dans l'intérêt de la République. Qu'on lui donne une promotion pour qu'il devienne ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Rwanda. Ok, merci. Est-ce que dans notre pays, nous avons vraiment quelqu'un qui maîtrise bien le parti Est de notre pays, pardon? Mais bien sûr que nous avons tout plein de Congolais qui maîtrisent les questions de l'Est. Nous avons les Bitakwira, nous avons les Mbouissa Nyamouissi, nous avons tout plein de gens qui sont nés donc à l'Est et qui ont grandi avec ces problèmes-là. On ne peut pas penser que nous avons un seul individu qui serait Azarias Ruberwa et que sans lui, le Congo va avoir mal à la tête. Non, pas du tout. S'il est en dehors du gouvernement, la RDC va continuer à fonctionner comme si rien n'était. Et d'ailleurs, ce serait bien pour éviter qu'il y ait conflit d'intérêts, qu'il y ait continuité en confiance au dossier à d'autres compatriotes qui auraient une autre vision. Et je pense que le chef de l'État a approché les choses donc de la bonne façon. Il a dit, d'abord, l'installation de Minembwe est nulle non avenue, il l'a annulée. 2, il a dit qu'il va mettre en place une commission des non-originaires, des gens qui ne présentent pas un conflit d'intérêts. Parce que quand on est originaire et qu'on fait partie de telle tribu ou telle tribu, on a tendance à prendre des décisions en faveur de sa petite minorité, de sa petite tribu.
pour éviter ça, qu'on prenne donc des non-originaires. Et ça ne me dérangerait même pas qu'on mette dans cette commission, même des étrangers aussi, parce qu'il y a des gens qui connaissent cette question-là très bien pour qu'on nous trouve une solution qui puisse ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, mais qui ne puisse pas brimer un groupe de Congolais au profit donc d'autres, mais qui crée un cadre où tous les Congolais vont s'épanouir de la même façon. Et si vous étiez aujourd'hui le président de la République par rapport au conflit de Minembwe et ce qui se passe aussi actuellement dans notre pays, qu'allez-vous faire? Et surtout la coalition FCC-Cash et puis les dossiers Minembwe, qu'allez-vous faire par rapport à ça aujourd'hui, Noël Tchani, le président de la République? Vous savez, je constate déjà que les gens du FCC ne sont pas sincères. Parce que sur la question des Minembwe, je ne les ai pas entendus, hein, ils sont très muets. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont à l'origine donc de ce problème-là. Ils ont opéré sous couvert pendant longtemps. Et aujourd'hui que Félix-Antoine Tshisekedi est président de la République, on lui balance donc cette histoire-là. C'est comme une patate chaude qu'on met donc sur ses mains pour que ça puisse lui exploser donc dans le visage. Moi, si j'étais président de la République, j'adopterais déjà le principe de l'unicité de la RDC. Il n'est pas question de confier une portion des terres de la RDC à un groupe constitué donc d'émigrés venus donc d'un pays étranger parce qu'on veut leur assurer la survie sur notre territoire. Donc ça, je ne le ferai pas. La RDC est une, indivisible, elle appartient à tous les Congolais. Et deux, maintenant, si on a reçu des réfugiés à qui on a donné une nationalité, je voudrais que nous soyons accueillants à l'égard de tous ceux qui optent pour la nationalité congolaise. Mais on ne va pas leur donner et la nationalité et une portion des terres sur l'ensemble du territoire national réservée à eux seulement. C'est comme si on commence à faire ça, vous savez c'est à quoi on va aboutir. On aura une portion de terres qu'on va donner aux Libanais, une portion de terres qu'on va donner aux Pakistanais, une portion de terres qu'on va donner à telle communauté venue de l'Ouganda et consorts. Et nous les Congolais, alors on va rester avec quoi? Donc, si vous êtes venus des pays étrangers et qu'on vous a donné une nationalité, d'abord la nationalité doit être donnée au cas par cas, pas en bloc. Au cas par cas, vous allez au tribunal, vous demandez la nationalité, on vous l'accorde si vous remplissez les conditions. Maintenant, une fois qu'on vous l'a accordé, vous pouvez vous installer partout, au Kasaï, au Bas-Congo, à Kinshasa, un peu partout. Mais vous n'allez pas donc dire qu'on doit vous accorder la nationalité à condition qu'on vous accorde aussi une portion des terres Minembwe et que votre groupe et les gens qui sont comme vous allez aller vivre là-bas. Ça devient la balkanisation qui ne dit pas son nom. Donc je n'adopterai pas donc cette stratégie-là et je voudrais que nous soyons très regardants à l'égard de ça parce que je crois qu'Azarias Roubero nous entraîne donc sur un chemin très glissant. Il faut déjà qu'on puisse le distancer donc de ces questions-là qui s'occupent d'autres choses, mais en plus de cela maintenant, qu'on poursuive la logique que le chef de l'État a entamée en mettant en place une commission qui va examiner ces questions et nous faire des propositions qui peuvent être examinées au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat et qui pourraient même aboutir à des ordonnances présidentielles pour qu'on ait la paix, la sécurité pour tout le monde. Merci, Excellence. À propos de la coalition FCC-Cash, parce qu'il y a des désordres au sein de la coalition. Aujourd'hui, Noël Tchani, président de la République, avec ces désordres, qu'allez-vous faire par rapport à ça? Et surtout que les députés du FCC ont refusé même de se présenter hier. Moi, je suis légaliste. Légaliste, je veux dire que ce qui me lierait en tant que président de la République à la population congolaise. Il n'y a qu'un seul document qu'on appelle la Constitution. Je respecterai la Constitution à la lettre. Maintenant, s'il y a des combinaisons à faire pour arriver au pouvoir, pour dégager une majorité, ce sont des accords privés. Donc l'accord entre le FCC et le CASH, c'est un accord privé et je ne mettrai pas cet accord-là avant la Constitution. Cet accord doit être conforme à la Constitution. Maintenant, si ça ne marche pas comme c'est le cas actuellement, je sortirai de l'accord. Je dissolverai la relation avec le FCC et je recommencerai à zéro. Je voudrais tirer les leçons de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple, moi, j'ai vu cet événement-là comme ce qui est l'équivalent en France de ce qu'on appelle la prise de Bastille. La prise de Bastille, c'est-à-dire au moment où les gens s'étaient révoltés, la population s'était révoltée contre la monarchie. Et ils ont jeté tous les signes donc, de la monarchie, ils ont pris Bastille et ils ont proclamé la République. C'est ça que j'ai vu hier. Le fait que la prestation de serment ait eu lieu devant le peuple souverain et que les gens du FCC qui sont vus comme étant des oppresseurs dans notre pays soient restés en dehors, qu'à l'intérieur du palais c'était la population, c'est la prise de Bastille. Maintenant,
comment il faut aller de l'avant. Moi, je propose que le chef de l'État désigne un informateur, parce que sa coalition avec le FCC ne marche pas. Qu'on désigne un informateur qui va constater une nouvelle majorité présidentielle. J'ai vu qu'il y a les gens de l'Ensemble pour la République qui étaient dans la salle, les gens du MLC qui étaient dans la salle, les gens d'autres regroupements de Bahati étaient dans la salle, de l'UDPS étaient dans la salle. Je voudrais qu'on fasse l'inventaire de combien de députés on a conformément à notre Constitution. Si on arrive à dégager suffisamment de majorité, il y aurait même des gens du FCC qui pourraient venir individuellement pour adhérer à la nouvelle majorité. En ce moment-là, cet informateur, on va le transformer en Premier ministre, ou bien on va désigner un Premier ministre conformément à cette nouvelle majorité, et il va former un nouveau gouvernement. Mais de grâce, pas un gouvernement de 67 ministres, des gens qui se partagent le gâteau, parce que le pays n'a pas assez de moyens pour être géré de cette façon-là. Qu'on fasse un gouvernement de mission composé de 20 à 25 ministres, et que ces gens-là accompagnent les chefs de l'État jusqu'à la fin donc, de son mandat en 2023, au moment où on aura donc de nouvelles élections présidentielles. Merci beaucoup, Excellence. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant de nous chuter, parlons un peu d'éducation, parce que c'est l'une des causes aussi qui fait en sorte que l'année passée, le président de la République a qui décision était selon constitution éducation de base il faut la gratuit mais tout comme on a surtout constant qu'on a fait dans d'autres écoles, surtout dans des écoles catholiques, quelques écoles catholiques jusqu'ici la gratuité apparemment bien été, parce que tel que hier on a vécu élèves finalistes techniques, créé des ordres dans quelques écoles par rapport à résultats en plus par rapport à la gratuité de l'enseignement. On fait des constats dans certaines écoles. Tellement nombre est l'équipe. Qu'est-ce que vous proposerez au président de la République et surtout au ministre de l'Éducation primaire, secondaire et puis professionnel par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que la gratuité est à la bien et puis qualité enseignement est à la bien à niveau il y a éducation de base dans notre pays? Vous savez, quand j'ai présenté au peuple congolais le plan Marshall de Nouvelle-Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC, dans les programmes touchant à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, je proposais l'accès de tous à l'éducation. Et j'ai toujours mentionné que moi, j'étais l'exemple vivant de la gratuité de l'enseignement. Étant donné que quand j'étais à l'école primaire et secondaire, j'ai étudié dans une école catholique conventionnée. Et l'éducation était gratuite. Si mes parents payaient, on payait à l'époque peut-être 1 ou 2 zahir, des frais de participation à la bibliothèque, des trucs de ce genre-là, mais l'éducation en elle-même, elle était gratuite à l'époque. Et quand j'ai terminé l'école secondaire, j'ai eu le privilège de bénéficier de la bourse d'études donnée par le gouvernement du Zaïre pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié jusqu'au doctorat avec la prise en charge de mon gouvernement. Et je voudrais dire merci au gouvernement de la RDC, le gouvernement du Zaïre, au peuple congolais qui a contribué à ma formation jusqu'à ce jour ici. Et je voudrais que cet exemple-là puisse émuler les autres, qu'on puisse répliquer cet exemple pour tous les autres enfants congolais, pour qu'on ait autant de millions d'enfants congolais qui sont comme les Noël Tchani et qui demain pourraient aussi venir participer au développement du pays. Mais pour le faire, on a besoin de planifier les choses. On ne doit pas brutaliser les choses. La gratuité de l'enseignement tel qu'elle a été décrétée, c'est un fiasco. Il faut qu'on se le dise, c'est un fiasco national. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles où les enfants, avant déjà, il y avait 25 enfants dans une classe avec une maîtresse ou bien un maître. Aujourd'hui, on a déversé d'autres enfants dans cette école. Il y a 200 enfants par enseignant. L'enseignant ne reçoit plus les participations de la part des parents. Et l'enseignant est livré à son triste sort parce que son salaire ne lui permet pas d'enseigner. Et les écoles, je suis allé dans des écoles ici à Ndjili. Je ne vais pas citer l'école en question, mais quand je suis allé, j'ai vu l'enseignant. L'enseignant m'a dit qu'il n'avait même pas d'argent pour acheter des papiers, pour faire des photocopies, pour donner des communiqués donc, au niveau de tous les élèves, au niveau de l'école. Donc, je crois que c'est un fiasco national. Moi, je souhaiterais que le gouvernement puisse prendre ça comme une priorité. C'est que je proposerais qu'on fasse les états généraux,
aujourd'hui qu'on fasse les étages, qu'on évalue la gratuité de l'enseignement, où est-ce qu'on en est et quelles sont les difficultés qu'on rencontre et qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions la remettre sur le bon chemin. Je suis content qu'on ait décrété cela au niveau de l'école primaire simplement. Mais même au niveau de l'école primaire, ça demande beaucoup de moyens. Est-ce que nous avons des appuis budgétaires qui viennent des institutions internationales ou des pays étrangers pour prendre en charge au moins 1 an ou 2 des gratuités de l'enseignement? Et en plus de cela, est-ce qu'au niveau du budget national, on a suffisamment des ressources pour arriver à mettre en œuvre ce programme ambitieux-là? On ne doit pas simplement donc dire qu'on veut aider les enfants en assurant la gratuité, mais on doit avoir des moyens pour arriver donc à le faire. Je regarde au niveau de notre banque centrale, on n'a même pas de réserve d'échange. La semaine dernière, quand j'ai vérifié, on avait 695 millions de dollars de réserves d'échange, c'est-à-dire à peu près 7 dollars par personne. Ce n'est pas, même si on prenait toutes les réserves que nous avons, on distribue à toutes les familles, chaque famille recevrait 7 dollars. Avec ça, on est incapable de payer le petit déjeuner de l'enfant même pendant un jour. Comment est-ce que l'enfant va acheter les cahiers, aller à l'école, revenir tous les jours? Ce sont des questions fondamentales. Donc, pour arriver à faire une gratuité de l'enseignement qui bénéficie vraiment donc aux enfants, on a besoin de planifier. Et planifier et de voir qu'est-ce que nous avons dans la caisse, qu'est-ce que nous devons faire pour que chacun contribue. Et si on assure la gratuité aux parents, il faut que les parents payent d'une façon ou d'une autre, peut-être sous forme d'impôts, pour que l'argent aille augmenter le budget national, qu'on utilise le budget là pour financer donc la gratuité. On ne peut pas donc juste prendre des décisions au hasard comme on a fait là. Donc, pour l'instant, c'est un fiasco et je veux que nous puissions réunir tous les éléments pour décider en connaissance de cause en tant que responsable. Et je demanderai au gouvernement de pouvoir faire cet état général rapidement en réunissant, je ne sais pas, des enseignants ou des enseignants, des comités des parents, les représentants donc, du gouvernement au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, et qu'on arrive donc à dégager des mesures qu'il faut prendre d'urgence pour sauver cette mesure salutaire pour notre pays. Merci beaucoup, c'était Excellence Noël Tchani, vous les connaissez tous. Merci, vous qui nous ont suivis, vraiment, à nous revoir à la prochaine. Bye bye. Congo France. Congo France.com